Ahoy, moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube Verdadera Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Donc aujourd'hui, on est avec Zina. Zina est sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Oui, alors je m'appelle Zina, j'ai 36 ans et je suis rédactrice-conceptrice. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait comme études ? J'ai fait du droit et des sciences politiques. D'accord. Alors par rapport à ton rapport à la nourriture, tu m'as dit qu'aujourd'hui il était apaisé. Qu'est-ce que tu entends par là déjà ? Pour moi, un rapport apaisé à la nourriture, serein, c'est un rapport dans lequel c'est une relation à la nourriture où ça demande pas trop de réflexion, ça demande pas trop de se poser de questions. On a faim, on honore sa faim dans le plaisir et la satisfaction. Ça veut dire que on ne se gave pas, on ne s'affame pas. Manger, ça devient quelque chose de pacifique en fait. D'accord, ça n'a pas toujours été le cas. Pas du tout. Moi, malheureusement, ce qui fait que je suis amenée à beaucoup témoigner sur ces questions-là, c'est que j'ai un passif personnel assez compliqué. J'ai 20 ans de boulimie vomitive à mon actif. J'ai atteint des moments de ma vie où manger, ça me faisait peur. L'action de manger, qui devrait être aussi simple que de dormir ou de faire pipi, parce qu'il s'agit quand même d'une fonction de l'être humain et puis d'une fonction sociale également, c'est devenu beaucoup trop compliqué. Je me culpabilisais de manger, je me culpabilisais d'avoir mangé, je purgeais, j'avais des comportements compensatoires, donc il y avait beaucoup de vomissements provoqués, mais il y avait aussi des périodes de jeûne, des périodes de sport intense. Tout était super compliqué et demandait une charge mentale énorme. Et quand je dis qu'aujourd'hui mon rapport est plus apaisé, c'est que cette charge mentale a enfin disparu. D'accord. Et selon toi, ça vient d'où ? C'est venu d'où en fait ces troubles au niveau de la boulimie ? Comment ils sont apparus ? J'ai une vision qui mélange deux aspects. Je pense qu'il y a l'aspect personnel et puis l'aspect aussi social. Aujourd'hui, on est dans une culture qui est assez grossophobe. Gros, c'est quelque chose de très négatif. Les médias, les discours sur la minceur et l'injonction de minceur sont omniprésents dans notre société. Ils ont été absorbés par le corps médical lui-même. Moi, la première fois qu'un pédiatre a fait une réflexion sur mon poids, ma courbe de poids était, je crois, de 4 kilos au-dessus de la dite moyenne. J'avais 8 ans, j'étais en CE2 ou en CM1, je sais plus. Et le pédiatre avait déjà fait une réflexion à mon père et j'ai bien senti que ça avait germé au sein de ma famille, qu'il y avait un format un peu de paranoïa autour d'une éventuelle prise de poids. Quand ce fut le cas, à mes 15 ans, à mon adolescence, j'ai pris quelques kilos en plus. Ça a été la panique à la maison. Mes parents ont estimé qu'il fallait prendre des mesures et ils m'ont mise au régime contre mon gré. Les repas étaient devenus extrêmement tendus. Je sentais bien qu'il y avait un présupposé, un attendu, qu'il y avait un impensé à chaque repas, que on soufflait quand je me resservais, on roulait des yeux quand je mangeais avec appétit. Manger à ce moment-là est devenu quelque chose de très compliqué et au bout d'un moment, j'en avais marre de mener une guerre qui était de toute façon vouée à l'échec à la maison. Je me suis dit c'est pas grave, si jamais je craque, j'ai mon effaceur magique, je me ferai vomir et c'est là que ça a commencé. Non seulement ça a été tristement extrêmement efficace parce que j'ai perdu le poids et que le monde entier m'a félicité, mais ensuite c'est resté comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête parce qu'une fois qu'on a goûté à cette possibilité de entre guillemets corriger le tir, on en devient complètement accro quoi. C'est ça. Et enfin, ta famille savait que tu te faisais vomir ou ils ont pensé que c'était le régime qui était efficace ? Alors, ma famille ne savait pas au début que je me faisais vomir. Ils étaient persuadés que j'avais simplement fait preuve de volonté, parce que c'est ça les termes qui sont utilisés, pas seulement par ma famille, mais par le monde entier. J'en suis bien triste. Donc, ne pas se nourrir, ne pas honorer ta faim, c'est faire preuve de volonté. Disons, je crois que on a conditionné des générations entières de jeunes femmes pour se maltraiter. Et du coup, donc ils l'ont su que plus tard, comme ils en avaient pas conscience. Comment tu l'as vécu, toi, le fait de réussir, entre guillemets, à maigrir et d'être félicitée en plus de cette volonté, entre guillemets aussi. Enfin, comment tu l'as vécu ? Au début, très positivement, j'étais super fière de moi. J'avais maigri, tout le monde me faisait des compliments, mais c'était impressionnant. C'est-à-dire que mes amis me faisaient des compliments, mes profs me faisaient des compliments. Enfin, il faut voir à quel point la minceur est quelque chose de fêté par tout le monde. Et du coup, je me disais, dans un deuxième temps, j'ai commencé à avoir des montées de pression, des crises d'angoisse, en me disant, mais si je regrossis, ça va être un échec, mais un échec social. Donc, je me suis fait vomir
hyper longtemps, puis il y a forcément un moment où tu fatigues, où l'inconfort physique fait que tu arrives moins à tenir le coup, et d'ailleurs c'est normal, c'est pas fait pour être tenu longtemps. Donc au bout d'un moment, j'ai repris le poids et j'ai bien senti à quel point c'était mal vu, et je l'ai moi-même vécu comme un échec. Ouais, mais j'imagine. C'est tellement frustrant, surtout qu'en plus, quand ça a commencé, t'étais hyper jeune et directement on t'a mis au régime, on t'a dit non, mais on t'a fait comprendre que si tu grossissais, c'était mal, c'était mauvais, c'était que du coup c'était pas normal, etc. Je trouve ça fou parce que à 8 ans, quoi. Ouais, Genre, ouais. 8 ans, t'es censé, tu réponds à tes besoins, tu t'en fous. Enfin, genre, t'es pas censé te prendre la tête sur ton poids, en fait. Et puis en plus, si t'es au-dessus de, entre guillemets, comme tu dis, la dite moyenne, c'est normal. Tu étais en évolution, en fait. C'est comme tout. C'est comme à 8 ans, tu grandis aussi. Donc, ta taille grandit aussi. Enfin, je veux dire, évolue. Donc, c'est tellement, c'est horrible de se dire que dès 8 ans, déjà, on t'a mis, on t'a forcé à te déconnecter de tes signaux, en fait, parce que selon le cercle parental et selon la société, tes signaux étaient pas dans la norme. Ouais. Alors, à cet âge-là, les signaux, ils sont juste ce qu'ils sont, en fait, c'est tout. Il y a pas de normes. Ils sont juste, si t'as envie de plus manger tel jour parce que t'as fait, par exemple, plus d'activité physique, donc forcément, t'as besoin de plus d'apport, parce que peut-être t'as envie de manger plus aujourd'hui. Et puis ça vaut, c'est valable à 8 ans, comme à 12, comme à 20, comme à 32, comme à 45. Non, mais c'est sûr, hein. Je l'ai découvert en m'intéressant à l'alimentation intuitive, mais c'est vrai que quand on est enfant, on est un mangeur intuitif. Et c'est vrai que moi, très tôt, j'ai reçu les signaux comme quoi il y avait quelque chose qui allait pas avec mon corps, comme quoi manger à sa faim, c'était une mauvaise chose. Donc j'ai très vite appris, malheureusement, à avoir peur de mes propres signaux de faim et de satiété. J'ai très vite appris à me conforter à des règles extérieures. Et puis surtout, ce que je trouve terrible, et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes femmes, notamment sur Instagram, j'ai des retours de témoignages qui sont parfois effrayants dans ce sens, qu'avant même de prendre conscience de mon corps, de ma féminité, il y avait déjà une graine de négativité qui était plantée. J'ai pas découvert mon corps toute seule, je l'ai découvert par le biais de mes parents qui avaient un problème avec mon corps, par le biais des médecins qui avaient un problème avec mon corps. En fait, c'est ça que je trouve dur, c'est que c'est très intrusif, en fait. Enfin, personne ne devrait décider à ta place que ton corps n'est pas bien avant même que tu aies conscience d'avoir un corps. Moi, je suis quand même, c'est quand même comme ça que j'ai vécu mon entrée dans l'adolescence, avec cette injonction de non, mais il y a quelque chose qui va pas, il va falloir que je maigrisse, quoi. Mais oui, tu m'as dit en amont, ça a duré 20 ans quand même, cette boulimie vomitive, c'est Oui, fou. c'est terrible. Et est-ce que du coup, ça a été parfois provoqué par d'autres facteurs que ta famille, parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu es partie de chez ta famille. Il y a des gens de ton entourage qui se rendaient compte à quel point tu te faisais souffrir et tu te faisais vomir et tu avais des montées d'angoisse. Comment tu as géré tout ça? Comment tu arrivais à survivre, hein, si je puis dire, quand même, dans cette situation? En fait, le cercle familial, c'est là où ça a commencé. Donc, l'attitude de mes parents qui avaient vraiment introjecté l'injonction à la minceur, c'est quelque chose qui répond à la question comment ça a commencé. Mais ça a continué toute ma vie avec plein d'autres personnes. C'est-à-dire que finalement, j'ai appris à accepter l'attitude de mes parents au regard de ce que j'ai analysé de l'attitude de la société. Le pédiatre, quand il a ce discours-là, il prend une responsabilité. Et avec sa sacro-sainte autorité médicale, évidemment que mes parents vont absorber ce discours-là. Dehors, même mes amis, même mes collègues ont absorbé ce discours-là qui est tenu par les médias, les médecins, les cercles familiaux, tout le monde. L'omniprésence de ce discours, j'insiste beaucoup dessus, mais elle explique énormément l'attitude des gens qui te confortent, en fait. C'est-à-dire que quand tu maigris, tout le monde te fait des compliments. Résultat, tu te mets la pression pour que ça reste, mais il n'y a pas un moment, mais vraiment, de ma vie, il n'y a pas un moment où une personne proche m'a dit mais c'est pas normal. Il m'est arrivé en 2014, j'ai perdu 12 kilos en 5 semaines. Enfin, aujourd'hui, si je voyais quelqu'un faire ça et que j'en étais proche, je m'inquiéterais pour sa santé. Non seulement personne ne s'est inquiété pour ma santé, et quand je dis ça, je ne jette pas la pierre aux gens, hein, je comprends très bien le mécanisme ici, puisque j'en ai été moi-même la victime. Non seulement personne ne s'est inquiété, mais surtout tout le monde m'a fait des compliments. C'est là où c'est effrayant, c'est-à-dire que tu arrêtes de manger, tu maigris, et tout le monde te dit « Waouh, trop classe, ça te va tellement bien, t'es tellement mieux comme ça, puis cette robe, elle te va tellement bien, puis t'as tellement minci, oh là là, tu me donnes envie, moi j'arrive pas à tenir, j'ai essayé un régime cet été, mais oh là là. » Et donc en fait, tu rentres dans un truc, dans un cercle assez vicieux, parce que les gens te font des compliments, donc toi tu te dis que c'est bien, qu'il faut que tu maintiennes le cap, tu te mets la pression. Il n'y a pas un moment où il y a une prise de conscience, un état de lucidité où tu te dis non mais il faut que je fasse attention à ma santé. Donc toi tu es enfermé dans ta maladie, mais la réaction des cercles sociaux font que de toute façon tu n'es pas invité à en sortir.
Mais c'est super grave. Enfin, là, faut se rendre compte quand même que 5 semaines à 12 kilos en 5 semaines, c'est pas un régime, là. C'est drastique. C'est genre, J'ai arrêté de me nourrir. c'est horrible. J'ai arrêté de me nourrir. Je vomissais le peu que je mangeais. J'étais dans un état de faiblesse. Je perdais mes cheveux. Je dormais pas. J'avais les gencives irritées. Mais, je faisais du 36-38. Donc, bon, tout allait bien. Tes proches, quand même, ne voyaient pas que t'étais faible, que t'étais mal, que t'étais pas pleine de vie. Enfin, genre, parce que quand tu fais ça, tu traumatises tellement ton corps que t'as plus d'énergie. En fait, t'as plus d'énergie, t'as plus d'émotion. Je sais pas, tu ressens. C'est à l'adrénaline. J'avais l'adrénaline. Au contraire, j'ai jamais été aussi efficace au travail que dans cette période. En fait, j'étais hyper sociable. Je voyais plein de gens. Je sortais tout le temps. En fait, j'étais une espèce de boule d'énergie. Donc non, c'était pas forcément évident. Le seul truc qui était vraiment visible, c'était la perte incroyable. C'était vraiment la perte de poids assez impressionnante. Mais les gens étaient impressionnés dans le sens positif. J'ai eu des problèmes de santé, hein. J'ai déjà été hospitalisée, mais par la suite, en fait. Ce qui a été le plus dur, ça n'a pas été de perdre du poids, ça a été de maintenir ce poids perdu. Et ce qui est très difficile, c'est de rentrer dans ce moment de guerre avec soi-même. T'as faim, mais tu veux pas écouter ta faim. T'es fatigué, mais t'arrives pas à dormir parce que clairement, il te manque quelque chose. Et en fait, tu restes dans un truc de maltraitance, en fait. Et du coup, il y a forcément un moment où tu craques, où tu manges, où tu fais des compulsions, où tu te dis, bon, si je mange, je vais manger une tonne de trucs et me faire plaisir. Comme ça, après, je me ferai vomir et puis je recraquerai plus jamais. Ça, je me suis dit ça toute ma vie pendant 20 ans. Et en fait, tu me demandais comment on fait pour vivre 20 ans dans la boulimie. Mais ce sont des cycles, en fait. T'as des moments où t'es dans l'euphorie, c'est comme si t'étais drogué, quoi, tellement t'es à fond. Et puis t'as des moments où t'es dans la dépression totale, et puis t'as des moments d'euphorie qui reprennent. Et puis quand t'es dans la dépression, tu te dis j'y arrive pas, je suis nulle, mais vas-y, je vais me reprendre. Et puis si jamais tout d'un coup tu maigris, tu te dis ah non, si ça va, je vais y arriver. Et en fait, ça peut durer très longtemps, très très longtemps. D'accord, mais du coup, je reviens un peu à ton enfance, un peu, juste je me posais la question, est-ce que t'as réussi à en discuter avec eux de cette situation, de ce que tu penses, et puis aussi surtout comment quel rapport ils ont eux avec la nourriture dans leur quotidien? Mes parents, c'est de façon générale, et je le dis pour les personnes qui vont écouter ce podcast, avoir une discussion avec des personnes qui n'ont pas été amenées à fréquenter la maladie plus que ça, c'est compliqué parce qu'on parle pas toujours la même langue. Du coup, ça demande de beaucoup de patience et de ne pas se décourager. C'est sûr que mes parents, plusieurs fois dans notre vie, je me suis rendu compte que sur ces questions-là, on parlait pas la même langue. L'injonction de maigrir est restée très présente, hein, pour être honnête, jusqu'à l'année dernière. C'est quelque chose qui allait au-dessus de tout. Je suis pas fière d'avoir vécu ça, mais mes parents, même quand je leur ai parlé de la maladie, leur première réaction, ça a été oui, enfin bon, à un moment donné, c'est toi qui mets la nourriture dans ta bouche, quoi. Donc en fait, on se rend compte déjà que, très honnêtement, la boulimie n'est pas considérée comme une maladie. Quand mes parents ont compris que j'étais malade, pour eux, et comme pour beaucoup de gens, le fait d'être boulimique, le fait de se faire vomir, c'est la traduction d'un manque de volonté. Si elle en arrive à se faire vomir, c'est qu'elle n'a pas été capable de se restreindre. Quand vous voyez des gens très proches de votre famille vous dire ça, c'est terrible en fait ce qui se passe. À ce moment-là, vous vous dites, soit vous prenez ce que vous dites, ce qu'ils disent au premier degré, soit vous vous mettez en rupture. Et parfois, la rupture est nécessaire. Parfois, mettre de la distance, ne pas aborder ces sujets, c'est prendre soin de soi. C'est pas toujours évident de bénéficier du soutien psychologique des proches. Moi, j'ai mis très longtemps à en parler déjà parce qu'il y a la honte, il y a la culpabilité. Et puis en plus, la boulimie, c'est pas la maladie la plus glamour. C'est terrible de le dire, mais l'anorexie bénéficie d'un traitement assez différent. C'est une maladie qui est terrible aussi, des gens en meurent. Je minore pas du tout la gravité de cette maladie, mais quand il y a des documentaires sur l'anorexie, sur toutes ces jeunes filles qui sont hyper disciplinées, il y a quand même une espèce, parfois, d'admiration dans les propos, les langages qui sont utilisés. La boulimie, c'est le fait de vomir. Vomir, c'est un peu dégoûtant. Juste ça, on arrive avec ce bagage un peu dégueu, on n'a pas très envie d'en parler. Moi, je me suis emmurée dans un silence pendant 20 ans. Même mes amis les plus proches, je leur en parlais pas. Et du coup, trouver le courage d'en parler, ça demande énormément d'énergie. Et quand vous vous confrontez aux obstacles auxquels je me suis confrontée, mais je sais que je suis pas la seule, ça rend le truc encore plus compliqué. Parce que vous prenez sur vous pour vous humilier, pour aller voir un médecin, lui demander de l'aide, vous repartez avec un régime, une raison de plus de tomber dans la boulimie et dans les cercles de compulsion, restriction, c'est compliqué. Quand vous parlez à votre famille qui se plaint que vous ayez grossi, parce que c'est littéralement ce qui s'est passé, mes parents se sont plaints que j'ai grossi, ça peut plus aller, plus prendre ses proportions, enfin les termes utilisés étaient terribles, que vous expliquez que vous êtes blessé, que vous êtes malade, que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de soutien et qu'on vous dit oui, enfin bon, il manque juste de volonté, vous vous dites bon, ça ne vaut pas le coup d'en parler. Donc en fait, pendant des années, j'ai été habitée par la terreur d'en parler, persuadée que de toute façon, ce serait un échec.
échec. Et quand j'ai pris la parole, je l'ai prise en public, parce que finalement, le public, c'est un peu plus facile, entre guillemets. C'est plus facile de faire une interview sur un média que de parler en one-to-one à quelqu'un de proche, en fait. Et ça m'a obligée ensuite à faire face à des amis qui m'ont dit « Mais pourquoi ? Mais il fallait pas hésiter, bien sûr qu'on t'aurait soutenu. » Et en fait, là, à ce moment-là, j'ai fait preuve, j'ai bénéficié d'une vague de bienveillance. Mais dans mes rapports interpersonnels, c'était encore beaucoup trop compliqué pour moi d'en parler, et ce, pendant des années. Et quand votre discours résonne, en fait, quand dans le cadre du travail, des repas à la cantine d'entreprise, vous avez des gens qui sont tous au régime ou qui sont tous en train de parler du prochain régime ou des 4 kilos à perdre pour cet été. En fait, vous êtes dans un environnement déjà généralement grossophobe. C'est compliqué, en fait, de se sentir légitime à aborder ces sujets-là, à dire non, mais en fait, moi, ce discours-là, j'en peux plus, il m'a fait du mal, j'ai besoin d'aide, je vais pas bien. Juste sur ce que tu disais par rapport à la boulimie, après, il y a aussi la forme de boulimie qui n'est pas vomitive. Mais pour autant, c'est pas plus facile pour ces personnes-là, parce que il y a le côté oui, bon, c'est pas si grave que ça. Enfin, tu vois, enfin, c'est ça comme ça que leurs proches le prennent. C'est parce qu'il y a pas le côté. Des fois, en fait, il y a le côté très extrême de la boulimie vomitive qui, du coup, il y a des personnes qui vomissent toute la journée, etc., et qui peuvent du coup être hospitalisées. Donc là, en fait, le mot hospitalisé fait peur. Donc c'est là qu'on se dit ah, c'est peut-être grave. Mais s'il n'y a pas d'hospitalisation comme dans ton cas, que c'est quand même vomitif, mais pas d'hospitalisation, et ou dans le cas où il y a des boulimies non vomitives, c'est hyper dur de faire comprendre aux gens que c'est grave en fait, et qu'il n'y a pas besoin d'être hospitalisé pour que ce soit grave. Genre perdre du poids 10 kilos en 5 semaines, c'est grave. C'est grave pour ta santé, c'est grave pour ton mental, c'est hyper grave en fait. Et à partir du moment où tu as des troubles du comportement alimentaire, c'est grave pour ta santé et pour ton mental. Et donc ne pas le prendre en compte, le minimiser ou le mettre sur le dos de la volonté, c'est horrible. D'ailleurs, ça, je sens bien un peu sur les régimes qui, quand tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas la volonté, c'est parce que t'es nul, enfin, c'est parce que, c'est ce qu'on te fait croire et c'est ce que tu penses finalement. Moi, je trouve ça horrible aussi, parce que finalement, les régimes, en fait, les régimes et les rééquilibrages alimentaires, il n'y a pas de t'es nul et t'as pas de volonté. C'est juste les régimes, enfin, c'est la restriction. En fait, tout ça, d'ailleurs, tu parlais encore une fois quand on te disait que tu manquais de volonté, c'est pas ça du tout. C'est que justement, c'est vraiment, les gens qui te disent ça, ils ont tout compris à l'envers. Après, c'est facile à dire quand on a compris un peu comment ça fonctionne, mais ça n'a rien à voir avec d'avoir un manque de volonté. C'est la restriction qui te fait échouer, entre guillemets, un régime, qui te fait vomir, etc., qui te fait manger beaucoup trop ou pas assez, etc. C'est la restriction. Donc il y a rien à voir avec la volonté ou quoi que ce soit. Ça, c'est dur à faire comprendre, et c'est dur aussi à comprendre sur la vie. Oui, en fait, c'est ça. Pour rebondir sur ce que tu disais, en se mettant du point de vue du malade, à partir du moment où la personne a un trouble du comportement alimentaire, qu'elle soit anorexique, boulimique, vomitive ou non, hyperphage, binge eater, et en fait, il y a pas mal de formes d'alimentation troublée, c'est jamais plus facile dans un cas que dans un autre. Vraiment, pour moi, c'est important de pas minorer la souffrance des anorexiques, de pas minorer la souffrance des personnes qui vomissent pas. Enfin, vraiment, je prétends en aucun cas que ma maladie était plus grave que les autres. Voilà, anecdotiquement, le fait de vomir, c'est pas glamour, donc ça rajoute une couche de honte dans la discussion. Mais en soi, à partir du moment où, quand tu te lèves le matin et que t'as faim, ça te stresse, parce que tu te dis est-ce que je vais manger, est-ce que je vais me priver, est-ce que je vais tenir. En fait, la journée typique de quelqu'un dont l'alimentation est troublée, quel que soit le TCA concerné, ça va être quand tu te lèves le matin, genre non, mais aujourd'hui je vais faire une bonne journée. Et une bonne journée, ça veut dire un bon petit-déj, ça veut dire ma dose de sport, ensuite je vais travailler, je vais être hyper efficace, puis ce midi je vais faire un bon déj. Et puis il y a quelque chose dans la journée qui survient, une émotion, une situation difficile, ou parfois même juste la faim, parfois même juste la dalle. Et donc il y a quelque chose qui fait que tu vas craquer, et à partir du moment où tu craques, tu tombes dans l'extrême inverse. Genre non, mais je suis nulle, de toute façon là c'est une sale journée, mais à partir de demain ça ira. En fait, déjà, cette charge mentale, quelle que soit la façon dont on compense, quelle que soit la façon dont on se comporte avec l'alimentation, cette charge mentale qui pèse sur le fait de manger est en soi inacceptable. Je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, ça ne devrait pas être aussi compliqué. Et en fait, j'insiste là-dessus parce que même en dehors des troubles du comportement alimentaire reconnus par le corps médical, il y a ce qu'on appelle des alimentations troublées, il y a des schémas de pensée chez énormément de jeunes femmes qui ne sont pas considérées comme des malades. Mais quand je vois des enfants de 11 ans, 12 ans tenir des discours sur non, mais moi je vais pas manger de gâteau à l'anniversaire de machin. Enfin, je vois des trucs qui commencent dès le plus jeune âge. C'est pas normal, en fait. Cette dichotomie du plaisir
le plaisir fait partie des repas, c'est pas quelque chose qu'on exclut de facto. Et puis ce truc-là de la volonté, de la sacralisation des comportements restrictifs, parce que se priver de gâteau d'anniversaire, c'est un comportement restrictif. Moi, je trouve ça inquiétant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, à mon sens, remettre au cœur des discussions. On invite à maigrir énormément de gens qui n'ont pas besoin de maigrir. Donc du coup, oui, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Il y a une forme de boulimie non vomitive. En fait, ce qui distingue la boulimie de l'hyperphagie, c'est les comportements compensatoires. Donc, quelqu'un qui jeûne ou qui fait du sport sans se faire vomir, c'est pas quelqu'un qui souffre moins. C'est quelqu'un qui a absolument la même charge mentale. C'est juste que dans sa façon de procéder, ses comportements compensatoires sont différents. Et sur les hyperphages, pour moi, la souffrance, elle est encore pire parce que t'as pas de comportement compensatoire. Tu grossis. Donc, tu gardes beaucoup à l'intérieur de toi, dans le sens propre et au sens figuré, et tu subis la grossophobie de la société qui est terrible. La discrimination à l'embauche, les remarques, les brimades. Enfin, en fait, sur mon compte Instagram, j'ai des retours de gens qui me disent « je préférerais être mince parce que dans cette société, c'est plus facile d'être mince ». Et pour moi, c'est absolument aussi grave que dire « je préférerais être blanc parce que dans cette société, c'est plus facile d'être blanc ». Ben oui, c'est vrai. Au lieu d'essayer de réfléchir au système et à la façon dont cette société fonctionne, on va tous essayer de se conforter à un modèle. Et ben non, je pense que une des premières étapes de la guérison, c'est de se dire mais il faut qu'on fête qui nous sommes et qu'on accepte toutes nos différences et au contraire fuck le moule en fait. Et le truc c'est que dès ta plus tendre enfance, tu as des réseaux sociaux, des profs, des pédiatres, des parents qui intègrent l'injonction et que tu grandis avec cette injonction, tu n'es pas disposé à te dire fuck le moule. Et ça c'est quelque chose que je souhaite vraiment aux prochaines générations je pense que c'est notre responsabilité de changer le discours sur ces questions-là pour essayer de rendre le terreau moins fertile. Tu me posais la question des émotions tout à l'heure, mais oui, c'est sûr. À partir du moment où le fait de se faire vomir est entré dans ma vie et le fait de manger beaucoup est entré dans ma vie aussi en même temps, le cercle de la maladie, entre guillemets, c'est devenu quelque chose qui a répondu à toutes mes émotions fortes. C'est devenu un espèce d'anesthésiant, en fait, auquel on devient parce que on peut se disputer avec ton patron, donc tu fais une petite crise de boulimie le soir et le lendemain t'es calmé, tu peux lui dire les choses plus calmement ou même ne pas lui dire parce que ça te permet de tenir, l'air de rien c'est quand même un espèce de carburant, c'est assez dur. Bah oui, non mais je comprends totalement. Et d'ailleurs oui, parlant d'émotions, on nous a appris aussi dans tout ce que tu disais, ça m'a fait penser aussi dès le plus jeune âge à mettre des émotions positives ou négatives dans la nourriture et aussi à mettre le concept, la notion de mérite, tu vois. Genre aux enfants oui, bah si tu fais ça, t'es sage, donc tu vas mériter le gâteau, ou au contraire, si t'es pas ça, tu vas pas mériter ton gâteau. Enfin, c'est vachement associé à des émotions positives, négatives, et du coup, l'enfant, c'est incroyable comme ça peut, c'est si jeune en fait, et on se rend pas compte quand on est jeune. Forcément, on écoute papa et maman, on écoute de manière, tu vois, quand on est très très jeune, on n'est pas encore dans la rébellion et tout. Finalement, on se rebelle pas plus en fait, même pas en fait, parce que déjà c'est jeune, ça arrive jeune, et ensuite c'est ancré en nous, donc on se bat plus contre ça, et c'est dommage parce qu'effectivement, comme tu le dis, plutôt que de se dire oui, mais c'est normal, enfin, je préfère être maigre, je préfère être mince plutôt, je préfère être mince parce que c'est plus facile. Ben non, en fait, parce que tu peux pas être quelque chose qui n'existe pas vraiment, parce que les gens qui sont minces et en bonne santé, peut-être qu'il y en a effectivement pour les personnes qui mangent de manière intuitive, etc. Peut-être qu'elles ont un métabolisme qui font qu'elles sont minces, mais c'est pas une majorité. Et il y a même des gens qui sont minces et qui se considèrent gros aussi, ou grosses, et qui ont des problèmes d'estime de soi parce que la société considère que ce qui importe c'est leur corps, leur apparence, donc du coup ils ont des problèmes vis-à-vis de leur estime de soi, parce qu'ils se disent du coup il y a que ça qui compte, donc si je change, tu vois, il y a toujours un truc il faut maintenir. Si on est bien pour la société, il faut le maintenir, et si on n'est pas bien, il faut absolument aller vers quelque chose qui va nous mettre mal. En fait, pour rebondir sur ce que tu dis, mais vraiment, je suis d'accord avec toi à 300%. Être mince, si c'est au prix d'efforts gargantuesques, constant et quotidien, de privation constante et quotidienne, ça ne fait pas de toi quelqu'un en meilleure santé. Alors oui, tes articulations ne sont pas en surcharge, oui, tu as le souffle moins court, mais toute la journée, tu es dans une parano totale. Et en fait, je crois qu'on a hiérarchisé malheureusement la santé mentale et la santé physique. On les a imperméabilisées l'une de l'autre, alors que la santé, c'est un tout. Le mental, c'est important aussi. Et moi, les périodes de ma vie où j'étais mince, ça me demandait une telle énergie que j'arrive pas
à y voir un signe de bonne santé. Il y a un discours vachement environnant comme ça. Quand on a condamné les régimes, on s'est mis à proposer des rééquilibrages alimentaires et au lieu de parler de minceur, on s'est mis à parler de santé. En fait, on a changé de vocabulaire, on a vraiment changé d'emballage pour proposer la même lessive, qui est la restriction. Et on a beaucoup, là, ces 10 dernières années, vu se développer des discours sur la santé. Ah non, moi, je suis pas pour la restriction, je suis pas pour les régimes. Par contre, être fit, être en bonne santé, essayer de se faire plaisir de temps en temps, mais de faire quand même attention. En fait, meuf, faire attention, c'est déjà de la restriction. Les discours selon lesquels il faut que tu fasses attention, selon lesquels il faut que tu te restreignes, c'est déjà des petites graines que tu fais germer dans les espaces mentaux des gens. Et ça, c'est problématique. Et ça pour moi, c'est de la mauvaise santé. T'es mince, mais toute la journée, tu penses à ce que tu manges. Le matin, tu te dis, ce soir, je vais pouvoir me faire plaisir parce que toute la journée, je vais me priver. Ou tu manges un truc et pendant 1 heure, tu te dis, il faut que je trouve un espace où je vais pouvoir me faire vomir discrètement. Désolée, pour moi, c'est le témoignage de quelqu'un en mauvaise santé mentale, soit, mais en mauvaise santé. Bien sûr, dans la santé globale, il y a la santé mentale et elle est beaucoup trop mise de côté. Et effectivement, même quand tu es suivi, des fois, justement, il y a des professionnels de santé qui sont formés, par exemple, aux alimentations troublées ou aux troubles du comportement alimentaire, mais certaines fois, ou certaines professionnels de santé, mais encore une fois, je vise pas tout le monde parce que voilà, c'est pas le cas, mais qui vont des fois accentuer ce trouble du comportement alimentaire, par exemple des diététiciennes ou diététiciens, qui vont te conseiller des rééquilibrages alimentaires et qui te font penser que non, c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage, c'est-à-dire que par exemple, le soir, tu dois pas manger ça. Donc déjà, voilà, c'est bon, t'es dans un régime, t'es dans la restriction, t'es dans une déconnexion de ton corps, en fait. Et en fait, tu fais confiance parce que c'est des professionnels de santé, du coup. Comme un médecin pourrait te dire, mais dis donc, ton IMC, il va falloir, c'est pas dans la norme, donc il va falloir faire quelque chose. Et comme tu dis, il va falloir faire attention. Et en fait, des fois, sans même que t'aies une pression, bon, ça arrive pas souvent quand même, mais sans même que t'aies une pression de la société, aller voir des professionnels de santé qui te font comprendre que ça va pas, c'est là que tu commences justement à contrôler et à essayer de maîtriser ton poids, et c'est un cercle vicieux parce que du coup tu dis mais c'est des professionnels de la santé, donc ils sont censés savoir mieux que moi, du coup, alors que non, des fois oui, enfin souvent oui quand même, parce qu'ils sont formés, etc. Mais quand il s'agit de la faim, c'est comme si, comme tu le disais tout à l'heure, c'est comme si un médecin te disait, bah dis donc, il va falloir faire pipi 3 fois plus que d'habitude. Ouais. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Enfin, genre, non, je vais aux toilettes quand j'ai envie et quand j'en ai besoin. Et donc je mange quand j'en ai envie et quand j'en ai besoin. Je pense que ton curseur de la faim, de la satiété, etc., il est complètement troublé. Donc du coup, tu te dis, comme je ne sais plus m'arrêter, je ne sais plus comment il faut que j'arrête de manger ou machin, et je vais faire confiance à des gens qui peut-être le savent mieux que moi. Sauf qu'en fait, le travail, il est à faire. Non, mais totalement, effectivement. Oui. Enfin, quand t'apprends à des enfants à se déconnecter de leurs signaux, c'est-à-dire qu'au lieu de leur apprendre à écouter leur faim, tu leur fixes des règles extérieures, il faut manger tant de calories, tant d'aliments par jour, etc. Tu crées des futurs obèses. Tu ne luttes pas contre l'obésité. Tu crées des gens qui se déconnectent de leurs sensations, en fait. Tu génères du comportement alimentaire. Et il y a énormément d'obèses qui, à la base, vraiment beaucoup, la proportion est assez impressionnante, en tout cas dans les contacts que j'ai, dans les études que j'ai, des personnes qui, à la base, ont commencé leur premier régime parce qu'ils avaient 5-6 kilos en trop, parfois même moins, et qui, aujourd'hui, sont devenus obèses parce qu'entre-temps, à force de se priver, ça a créé des compulsions, en fait, parce qu'effectivement, la privation, c'est pas quelque chose de tenable sur le long terme. Et donc, comme tu le dis, on fait confiance aux médecins, au corps médical, parce qu'on leur délègue le savoir sur la santé, et c'est bien normal. Et d'ailleurs, c'est leur métier. Mais effectivement, tout ce qui est lié au poids, les approches concernant l'alimentation, le poids et l'obésité, les médecins ont besoin de désapprendre. Ils ont vraiment un logiciel focusé poids, focusé régime, qui a posé problème, à mon sens, à des générations entières de gens. C'est ça. Et puis, ce serait bien que même, je dis, les diététiciennes qui sont, il y en a une petite part. Malheureusement, c'est qu'une petite part quand même. Notamment, tu vois, sur la petite niche un peu sur Instagram, des gens qui parlent un peu de l'alimentation intuitive, tout ça. Il y a Zoé Desbouilles qui est une super diététicienne qui fait beaucoup de formations sur les troubles du comportement alimentaire. Et je trouve ça dommage que j'ai l'impression que dans la formation initiale de diététique, il n'y ait pas ça, en fait, cette notion de trouble du comportement alimentaire pour mieux accompagner. Proactive au sujet, effectivement. Alors, des personnes comme Zoé, comme Ariane nous donnent bon espoir qu'il va y avoir des générations entières d'accompagnants qui vont se spécialiser sur ces questions. Il n'empêche qu'à ce jour, elles sont encore minoritaires. Et c'est sûr que dans l'approche médicale générale, moi, pour te donner mon exemple perso, mon médecin généraliste, qui était quelqu'un que j'adore, il était très désarmé quand je suis arrivée en pleurant dans son cabinet parce que j'étais boulimique, parce que j'avais atteint un nombre
nombre de crises par jour qui m'avait fait envisager le suicide, hein, parce que c'est de ce degré-là de gravité dont on parle, il a commencé à me donner des conseils du style bon, si vous faisiez des crises plutôt avec de la carotte râpée ou des aiguillons de poulet, peut-être que vous pouvez remplir vos placards d'aliments santé pour que vos crises soient un petit peu moins graves caloriquement. Et en fait, il avait cette approche, enfin la majorité des médecins ont, je ne veux pas non plus faire de généralité, mais en tout cas beaucoup de médecins ont, qui est focus à quoi. Ce qui était grave pour lui dans ma crise de boulimie, c'était la valeur calorique des aliments que je mangeais. Mais mon Dieu, c'est tellement pas le propos. Ouais. Non, parce que oui, comme on a pu le voir, enfin comme je le vois dans beaucoup de posts et comme j'en ai un peu parlé dans le podcast, enfin comme on en a parlé dans le podcast, le problème c'est pas les aliments, c'est pas, enfin il y a pas de bons ou de mauvais aliments, il y a aucun aliment qui te fait grossir, c'est la restriction qui fait grossir. Encore une fois, c'est le problème et c'est le truc qu'on met en avant dans tout. C'est genre si tu n'as pas de volonté, si tu ne te restreins pas, tu es mauvaise, tu es une mauvaise personne, tu es nulle, tu sais pas tenir un truc. Souvent même les gens en fait ils ont tellement intégré que ça devient affolant. C'est de toute façon, moi, les régimes, ça marche pas sur moi. Ça me rend ouf, cette phrase, maintenant. Genre, comment ça marche pas sur toi? Ça ne marche sur personne. C'est juste que toi, tu t'es rendu compte que je lui dis, c'est bien que tu te rendes compte que ça ne marche pas sur toi, sauf que il faut que tu décales la phrase, ça ne marche sur personne, en fait. Ça ne marche sur personne. Ça ne marche pas tout court. Ça marche pas tout court et c'est horrible. Les conséquences sont horribles des régimes, de la restriction, de toutes les maladies vis-à-vis des troubles du comportement alimentaire. Ça a des conséquences horribles, en fait. Et comme tu dis, à la base, 4-5 kilos en trop. Déjà, en trop par rapport à qui? Par rapport à quoi, déjà? En trop de quoi? Il n'y a pas de trop, en fait. C'est juste, t'es pas dans la norme, ok, mais exactement. La norme est trop rigide. Il va falloir qu'on intègre la diversité des corps, en fait. Et un enfant avec 5 kilos en trop, c'est pas en trop. Il est pas, c'est pas un enfant anormal. C'est juste un enfant fait différemment d'un autre enfant. Et ça, si on n'intègre pas ça, en fait, on va former des générations entières de troubles du comportement alimentaire. C'est sûr que c'est problématique. Tu dis on va former, mais j'ai l'impression qu'elle est déjà formée. Mais c'est juste qu'il y a une génération entière, notamment par exemple nos parents, qui ont des troubles du comportement alimentaire intériorisés, c'est-à-dire qu'ils se rendent même pas compte, tu vois, des fois. Et donc c'est là, ça, dans la génération qu'on a, enfin je crois qu'on n'a pas exactement le même âge, mais bon bref. Donc en tout cas dans ma génération, ça devient un peu moins silencieux, mais ça reste ancré depuis très longtemps, à mon sens. C'est juste que c'est tellement intériorisé que du coup ça se déteint sur les générations plus jeunes, et les générations plus jeunes essaient de les rendre moins silencieuses et les déconstruire, en fait. Notre rôle, c'est encore de continuer à le faire avec ce que tu fais par exemple sur Instagram, les posts qui sont hyper pertinents, hyper justes. Quand je les lis à chaque fois, je me dis mais mon Dieu, mais j'aimerais que ce soit affiché à la télé, enfin, genre que c'est trop important. Et moi j'essaie de les repartager et tout, parce que il y a des fois vraiment alors que ça peut être toi, ça peut être aussi Linda aussi, en vie sur Instagram. C'est tellement, il y a tellement de témoignages pertinents et qui, je pense, vraiment résonnent dans quasiment tout le monde, en fait. Et c'est trop dommage de pas les mettre en avant, ou de pas essayer de les comprendre et de déconstruire, en fait, tout ce qui va à l'encontre de ces témoignages, en fait. Ouais, je suis totalement d'accord. Non, mais c'est hyper important de changer le discours. En fait, aujourd'hui, en 2020, on bénéficie d'études, de décennies d'études parce qu'on se plaint souvent que les études n'ont pas assez de recul. Hein. L'alimentation intuitive, par exemple, c'est une approche assez récente. On n'a peut-être pas assez de recul, mais l'inefficacité des régimes, c'est quelque chose qu'on a déjà pu prouver dans les années 40, en fait. Donc, je trouve ça hallucinant qu'on n'en tire pas les conclusions. Alors, il y a quand même le groupe de réflexion autour de l'obésité et du surpoids, qui réfléchit sur ces questions-là, notamment le docteur Zermati, qui a quand même qui reste encore le plus avant-gardiste sur ces questions-là, qui parle souvent de l'inefficacité des régimes, de l'importance de déconstruire la restriction cognitive, mais c'est une niche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas le discours médical général. Aujourd'hui, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tu trouves énormément de spécialistes autoproclamés de la minceur, de la perte de poids, les publicités, les médias et les médecins. En fait, ce que je trouve dur, c'est qu'il y a un discours médiatique omniprésent, mais qu'un corps médical qui s'en fait encore beaucoup trop le relais. Et ça va être compliqué. Tu parles de la génération de tes parents, de la mienne, de la tienne, mais je pense que malheureusement, ça va encore durer un petit peu. Ça va être compliqué. Il va falloir qu'on introduise un changement de paradigme. Alors, je garde l'espoir, parce que des échanges comme celui que nous avons aujourd'hui prouvent bien que les mentalités évoluent. Il n'empêche, ça va mettre du temps à devenir la règle et non l'exception. C'est clair, c'est ça. D'ailleurs, tu parlais d'alimentation intuitive. Tu as connu ce terme
via du coup Apfeldorfer et Zermatt, c'est ça que tu me disais en non, amont. pour être honnête, j'ai d'abord connu Zermati il y a une dizaine d'années. Hein, j'avais acheté tous ses ouvrages en 2008, même plus. Hein. J'avais acheté tous ses livres, ça m'avait fait un bien fou de comprendre. Rien que les termes restrictions cognitives posaient des mots sur quelque chose que je vivais au quotidien, donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai lu aussi les ouvrages d'Apfeldorfer, Manger en paix. Je me rappelle m'être dit, effectivement, faut que j'arrête les régimes. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais l'anti-régime était devenu un régime en soi, puisque j'avais fait de la non-règle une règle. Du coup, je me disais, il faut que je mange qu'à ma faim et que j'écoute ma satiété. Mais résultat, dès que je sortais de ma faim, je tombais dans la compulsion exactement comme avant quand je craquais mon régime. Je me suis rendu compte que j'ai mis énormément de temps à sortir de cette pensée binaire. Dans les années qui ont suivi, j'ai eu 2 pertes de poids qui ont fait que j'étais dans l'euphorie et que je me suis un petit peu éloignée de tout ça. Et puis mes reprises de poids qui m'ont confortée, parce qu'on a une tendance à se... En fait, c'est génial, les gens vous proposent des régimes. Si vous y arrivez, c'est grâce à eux. Si vous y arrivez pas, c'est à cause de vous. Et donc, en fait, il y a vraiment... à chaque fois que je reprenais du poids, je le vivais comme un échec personnel. Et je suis tombée toujours à chaque fois un peu plus gravement dans la maladie. Et j'ai eu un moment entre guillemets, de lucidité à partir du moment où, quand je suis allée chez mon médecin en lui disant j'envisage le suicide, et qui m'a répondu mange des carottes râpées, je me suis dit qu'il y avait un problème. Là, j'ai commencé à vraiment chercher. Mais j'ai eu besoin de souffrir pendant de nombreuses années avant de chercher dans le bon sens. Et je suis tombée sur les vidéos d'Eliane. Je me rappelle avoir bien aimé son approche. J'ai commencé ensuite à lire, évidemment, mais il faut le lire en anglais parce que malheureusement, c'est pas encore traduit en France, mais les ouvrages d'Evelyn Tribole et d'Élise Reich sur l'alimentation intuitive, hein, sur les 10 principes qui sont elles-mêmes des diététiciennes qui ont tiré les conclusions de l'inefficacité des régimes. Donc, ça m'a beaucoup parlé. Et puis c'est à ce moment-là, mais c'est d'abord grâce à Eliane, je dois le reconnaître, c'est à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'alimentation intuitive. Pas très longtemps après, le docteur Zermatt a écrit son dernier ouvrage qui s'appelle Oser manger, dans lequel il faisait le mea culpa de sa première approche. Je me rappelle d'une phrase qui m'avait beaucoup marquée dans les années 2010 où il disait si vous mangez une pomme mais que vous la mangez sans faim, cette pomme vous fera grossir. Et donc en fait, cette phrase-là m'avait fait tomber dans mes travers. Et il est revenu sur cette phrase. Il a dit je mea culpa, vraiment, j'ai eu tort. Une pomme ne fait pas grossir. Manger sans faim ne fait pas grossir. Si vous avez une envie émotionnelle de manger, c'est pas grave parce que la nourriture a un aspect réconfortant. Manger un bon gâteau, les études le prouvent, fait baisser votre cortisol, fait baisser votre stress. C'est normal de manger. Mangez quoi qu'il arrive, faites la paix avec le fait de manger. Donc, entre le discours de Zermatt qui a évolué, Eliane qui m'a permis de faire la connaissance de l'alimentation intuitive qui est très développée aux États-Unis, là, j'ai commencé à me dire, mais il faut qu'on change de discours, en fait. On a les éléments pour s'y prendre autrement et il va falloir vraiment qu'on témoigne dans ce sens, quoi. Tout à fait. Et du coup, tu as suivi son programme, Eliane? J'ai suivi son programme, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, je précise que c'est un programme en ligne, donc comme tous les programmes en ligne, ça demande peut-être un peu trop d'autonomie pour quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire. Donc, j'ai suivi son programme que j'ai combiné avec une thérapie. À ce moment-là, j'avais commencé ma thérapie depuis 2-3 mois. Donc, en fait, j'ai fait un travail sur moi assez important en parallèle. Et je crois que l'ensemble des deux va bien. C'est-à-dire une initiation à l'alimentation intuitive avec un avancement dans une thérapie. Parce qu'en réalité, le problème n'est pas l'alimentation. Hein. On est sûr. Quand on parle des problèmes comportementaux, c'est pour ça que les gens disent trouble alimentaire, à chaque fois je corrige et je dis trouble du comportement alimentaire. C'est un problème de comportement qui est induit psychologiquement. Ce n'est pas ce qu'il y a dans la tête le problème, c'est ce qu'il y a dans le cerveau. Et c'est là qu'il faut qu'on aille fouiller et c'est plus difficile. C'est moins vendeur, mais c'est là que le travail se trouve. Tout à fait. Et du coup, tu l'as suivi pendant combien de temps? C'est marrant, j'en parlais avec les filles qui ont fait le programme, les durées varient, parce que c'est l'alimentation intuitive, il y a 10 principes et dans les 10 principes sont associés avec 10 exercices, des vidéos. Donc moi, j'en ai eu pour 8 mois au total. 8 mois de programme, j'ai eu certains principes qui m'ont mis plus de temps que d'autres, notamment un principe très important de l'alimentation intuitive que je vous invite tous à aller documenter, qui s'appelle la permission inconditionnelle de manger. Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que on se dit, allez, fuck les régimes, moi je veux aller mieux, il faut que je sorte de ma restriction cognitive, mais c'est pas quelque chose qu'on décide un matin.
continuer d'avoir des vieux réflexes. Donc, s'autoriser à manger, ça veut pas non plus dire manger tout et n'importe quoi et aller, c'est open bar. Et moi, au début, ça, j'avais du mal. Au début, je suis rentrée dans une grosse période open bar et j'ai dû revenir plusieurs fois sur les exercices pour me dire, bon, en fait, m'autoriser à manger, c'est surtout ne pas culpabiliser quand je mange. Or, quand je fais une compulsion, c'est que je me culpabilise et que je me punis. Donc, sortir de la culpabilité, ça demande un travail compliqué. Et ça, c'est un des principes qui m'a mis le plus de temps à intégrer. Tu t'es sentie comment avec ton corps, avec l'alimentation, du coup, à la fin le programme, au début, j'ai eu une espèce de lune de miel d'euphorie parce que mes crises se sont arrêtées relativement rapidement. En quelques semaines, moi qui étais boulimique à un stade plus, en quelques semaines, j'avais quasiment plus de crise. Donc, c'était assez fulgurant. Après, je suis rentrée dans la période open bar. Donc, autant vous dire que j'ai grossi. Donc, ça a été très compliqué, mon rapport avec mon corps. À la fin du programme, moi, j'étais sereine, donc psychologiquement, j'allais bien, mais le miroir, c'était encore compliqué. C'est-à-dire que parfois, je compensais, je m'habillais, je me maquillais en disant, vu que je suis grosse, il faut quand même que je fasse un effort. Parfois, c'était l'inverse. Je me mettais dans un jogging en me disant, mais de toute façon, moi, je suis programmée pour être grosse et je vais jamais changer. Donc, de toute façon, et hop, les premières voies de l'autoflagellation, du jugement et de l'échec qui s'immiscent insidieusement dans le cerveau. Donc, pour être très honnête, ça a mis assez longtemps. Encore quelques temps après le programme, il m'arrive d'éprouver des difficultés. Hein. C'est pas linéaire. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui, je me sens bien. J'ai du plaisir à m'habiller, mais je le fais pas pour compenser. Quand j'entends des discours sur c'est quand même plus facile de s'habiller en dessous du 44, et je me dis oui, c'est quand même la preuve qu'on est dans une société de merde. Et je continue d'acheter 46 et c'est comme ça. et tout va bien. Et tout va bien. Je me sens mieux dans ma peau par rapport à ça, en fait. Mais bien sûr. Tout à fait. Alors déjà, juste, je me pose la question, je l'ai noté. C'est quoi pour toi la restriction cognitive ? Le principe de restriction cognitive, c'est le fait de s'interdire de manger. Et je vais quand même illustrer mon propos parce que je comprends que c'est pas si évident à comprendre. Quand tu te dis, là aujourd'hui, c'est une journée régime, donc pas de chocolat. Il y a une occasion de manger du chocolat qui se présente. Tu vas, option 1, ne pas manger de chocolat. T'es dans ta restriction, t'es aligné avec ta restriction. Option 2, manger du chocolat et te dire, fuck, foutu pour foutu, autant manger toute la tablette. Et puis, option 3, tu ne t'interdis pas et tu te manges un carreau et tu te fais plaisir. Et comme c'est pas interdit, il n'y a pas de fuck, il y a rien à se prouver. Et dans les deux premières options, tu es dans de la restriction cognitive. C'est-à-dire que la restriction, elle est cognitive, elle se fait au niveau du cerveau. Tu ne t'autorises pas à manger un aliment. Que tu le manges ou pas, tu es toujours dans la restriction cognitive. Parce que si tu fais une compulsion en te disant fuck, j'ai craqué la règle, t'es dans de la restriction cognitive. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. Parce que pendant des années, j'ai mangé en me disant, mais non, je suis pas au régime, je mange. Mais je suis au régime dans ma tête, en fait. Je me sens coupable à chaque fois que je mange. Et ça me poursuit. Et c'est ça qui me fait grossir, plus que le reste. C'est ça, ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que je la comprenais pas vraiment, la restriction cognitive, je comprenais pas vraiment le terme. Parce que du coup, je me disais, c'est juste de la restriction. Je me disais, c'est juste de la. Qu'est-ce qui est cognitif en fait dans la restriction ? Et du coup, c'est le fait de sentir coupable. Et donc, du coup, en fait, quand tu manges, t'es pas juste en train de manger, t'es en train d'enfreindre une règle. Et donc là, t'es dans de la restriction cognitive, c'est-à-dire que l'interdiction est toujours dans ta tête puisque t'es en train de l'enfreindre. Beaucoup de gens se disent, mais non, moi je suis pas au régime, je mange. Mais en fait, si tu manges en n'étant pas sereine, t'es dans ta restriction. Oui. Et déconstruire la restriction, ça met malheureusement bien plus de temps que de faire un régime. C'est ça, tout à fait. Et du coup, pour en revenir à l'alimentation intuitive, c'est quoi pour toi l'alimentation intuitive ? Une alimentation intuitive, j'aime bien dire que l'objectif d'une alimentation intuitive, c'est une alimentation régulée. Moi, je parle pas d'alimentation normale. Je déteste l'adjectif normal. Il n'y a pas de norme. Chacun mange selon ses besoins, ses envies, et avec un degré de satisfaction. Et la satisfaction, c'est pas juste le fait d'avoir du plaisir en mangeant, c'est aussi d'avoir un confort physique. Parce que si tu t'éclates à manger des trucs super bons, mais qu'après tu as mal au ventre tout l'après-midi, tu n'es pas dans un degré de satisfaction. Donc c'est vraiment une alimentation flexible dans laquelle tu te dis, aujourd'hui je mange un truc bon, mais si je mange un truc mauvais, c'est pas grave. Aujourd'hui je mange un truc logé, mais si je mange un truc gras, c'est pas grave. En fait, rien n'est grave. Ce qui est important, ce sont tes besoins et tes envies. Tout à fait, c'est ça. Oui, c'est ça, essayer de pas diaboliser ou de mettre en avant ou de diaboliser les aliments en fait. C'est si tu as envie d'un gâteau au chocolat, tu as envie d'un gâteau au chocolat, c'est tout. C'est parce que ton corps te réclame du sucre à ce moment-là et que il a pris en compte que le gâteau au chocolat était
l'aliment dont il avait besoin à ce moment-là pour soit te réconforter, soit te donner de l'énergie, soit peu importe la raison, mais c'est ton corps qui sait en fait mieux que toi et ton corps ne diabolise rien lui. Il a juste il comprend juste ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin, enfin surtout ce dont tu as besoin. C'est exactement comme les signaux encore une fois, de sommeil. Par exemple, quand on est fatigué, on sait qu'on est fatigué. Enfin, on le ressent. En fait, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis sur les envies et les besoins, parce que moi, je t'avoue que je rajouterais que parfois, tu sais, tu vas être complètement omnibulé par une envie d'un plat de lentilles, et puis si tu faisais une prise de sang, tu te rendrais compte que tu manquerais de fer. Moi, je crois qu'au contraire, ton corps, il sait ce dont tu as besoin, que tes envies et tes besoins sont pas forcément séparés. Hein, ça arrive qu'elles soient corrélées. C'est tout l'intérêt de s'écouter. Bien sûr, et moi, j'irais même, j'ai très envie de rebondir sur ton exemple que je trouve chouette du gâteau au chocolat. Parce que c'est vrai que ça fait partie des aliments qu'on a tendance à s'interdire. Et en fait, j'ai vécu quelque chose sur lequel j'ai témoigné sur Instagram parce que c'est hyper intéressant. C'est l'inverse, c'est-à-dire que moi, je me sentais mal quand j'avais envie d'une pomme ou d'une orange, tu vois, parce que tu peux avoir envie d'un gâteau au chocolat et c'est tout à fait ok. Il faut que tu apprennes à te faire plaisir et à t'autoriser, mais ça, c'est des choses sur lesquelles on parle souvent. Mais on dit jamais aux gens, et ça, c'est quelque chose qui est très présent, que si tu as envie de manger une pomme, ça fait pas de toi quelqu'un qui est au régime. Et moi, j'avais une telle peur, panique de retomber dans mes schémas de restriction cognitive que le jour où j'avais envie d'un fruit, je préférais le manger en tarte, où je me disais non mais c'est pas possible en fait. Et en fait, il arrive que ton corps ait envie tu vois, ce matin j'ai mangé une orange, j'avais juste envie d'un truc frais, un peu vitaminé. Et en fait, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que tu enlèves la valeur morale des aliments que tu manges. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est vraiment un truc. D'ailleurs, moi, quand je discute avec les filles, j'aime bien quand elles me disent « Ouais, mais en cas de crise… » En fait, déjà, arrêtez de voir ça comme des crises et le voir comme des prises alimentaires. Moi, je parle pas de repas, je parle de prise alimentaire, mais en fait, même le fait de manger des chips à 15h, c'est un repas, c'est une prise alimentaire. Le fait de neutraliser l'action de manger, c'est hyper important pour pouvoir déconstruire toute la culpabilité qu'on a mis autour de ça. Bien sûr, je suis totalement d'accord. En fait, c'est ce que j'essayais de dire avec des mots pas aussi clairs que toi. Ce que je voulais dire, c'est que ce soit d'ailleurs, oui, exactement, pour le gâteau au chocolat, pour l'orange ou pour des haricots verts, en fait, quand on le dit comme ça, ça a l'air tellement simple de genre, oui, ton corps, il sait, mais encore une fois, quand tu as des années de troubles derrière toi, tu sais plus si tu dois faire comme ça à ton corps. Et ton corps, il est tellement, des fois, déconnecté que du coup, tu sais pas quoi écouter et qui écouter, enfin, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu apprends justement à réécouter tes signaux, etc., faire l'exercice de quand t'as faim, de quoi t'as faim. Parce que, encore une fois, moi, je considère que le corps, il t'envoie des signaux de j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai faim. Et c'est à toi d'interpréter de quoi t'as faim, à quel moment, est-ce que tu peux aller aux toilettes, enfin voilà, c'est toi qui vas te poser des questions et qui va adapter les signaux de ton corps. Mais les signaux de ton corps ne sont pas calculés, ils sont juste là, genre j'ai faim. Voilà, là c'est le signal j'ai faim tout de suite là. Et après ton esprit va se dire, et c'est pour ça que je dis que c'est lié, enfin quand tu disais que c'est lié, je suis totalement d'accord. C'est que c'est toi qui va aller dans la réflexion de est-ce que donc j'ai faim de ça, est-ce que j'en ai envie, de quoi j'ai faim, est-ce que j'ai plus faim de sucré et de salé, ok, j'ai plus faim de salé, donc voilà déjà j'ai plus faim de salé, et pas se dire déjà ah mais c'est bizarre, je suis plus quelqu'un de sucré et là j'ai envie de salé, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Non, oui, effectivement, sortir des clichés. Moi, je suis quelqu'un plutôt sucré, moi, je suis quelqu'un plutôt ça. En fait, souvent, les gens qui sont plutôt sucrés, c'est des gens à qui on a interdit le sucre longtemps. Donc, mais j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Et après, je rajouterais, parce que sinon, ce serait trop simple, il y a aussi la flexibilité. C'est-à-dire que tu vas te dire j'ai faim, tu vas te dire de quoi j'ai faim. Et puis, par exemple, je sais pas, j'invente, tu as envie d'un gratin dauphinois. Voilà, tu es fatigué, ton corps a probablement besoin d'une teneur en glucides. Donc, toi, tu as le gratin dauphinois dans ta tête. Tu imagines déjà l'odeur légèrement muscadée de la crème, mais tu arrives le midi à la cantine d'entreprise et il n'y en a pas. Tu vois. Et comment ça se passe si jamais tu es obligé de manger autre chose? Et là, ça aussi, c'est compliqué quand on a des années de restriction. Parce que on a tellement une tendance à vite transformer les choses en règles. Genre, quand j'ai faim, il faut que je me demande de quoi j'ai faim et il faut que j'écoute. En fait, si tu peux pas honorer ton envie, c'est OK. Et ça aussi, ça a été quelque chose de très compliqué à travailler pour moi, si je peux témoigner sur ça. Ça m'est arrivé plein de fois de faire des crises parce que j'avais pas pu manger ce que je voulais et de passer l'après-midi dans une insatisfaction qui fait que le soir, je me sentais coupable. Et ça aussi, c'est assez compliqué. Donc, il y a je m'écoute, il y a j'essaye d'écouter de quoi j'ai envie, j'essaye d'y répondre, mais si j'y arrive pas, c'est OK quand même. Et puis après, il y a aussi, parce que encore une fois, ce serait trop simple, la notion de satisfaction. C'est-à-dire que là, dans le cas super parfait où
j'ai faim, j'identifie ma faim, j'y réponds, je réponds à mon envie et à quoi elle correspond, je mange. Ce qui fait que je vais arrêter de manger, ça va aussi être la satisfaction, c'est-à-dire le confort, le coup plaisir et confort estomacal, c'est le bon adjectif. Mais, tu vois, si tu kiffes ton repas, qui répond à ta faim et qui répond à ton envie, mais que en termes de quantité, il te met dans le mal, là aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire. Oui, c'est ça. Je pense que c'est aussi ce qu'on apprend dans la... En fait, il y a d'ailleurs une différence entre la thérapie de l'alimentation intuitive et l'alimentation intuitive. Parce que pour moi, l'alimentation intuitive, c'est l'alimentation que tu n'aimes pas que je dise normale. Enfin, pas normale, mais dans le sens où c'est celle où on se pose pas de questions, en fait. Alors que la thérapie d'alimentation intuitive, c'est le but, c'est d'aller vers une alimentation c'est ça. En fait, sans prise de tête. Parce que l'adjectif intuitif, il est piégeux. Parce que, comme tu le dis, et merci de faire la nuance parce qu'elle est très importante, il y a des gens qui sont des mangeurs intuitifs naturels. Donc, pour eux, c'est vraiment intuitif. Et puis, nous, on apprend à devenir intuitif. Mais putain, apprendre à devenir intuitif, c'est un gros paradoxe. Et ça demande de construire beaucoup de choses et de faire un immense travail sur soi. Et en fait, c'est tout sauf intuitif. Moi, j'adorerais me lever le matin et me dire c'est facile, je vais simplement écouter mon intuition. Mais non. Non, c'est pour ça qu'on reprécise que c'est pas juste l'alimentation, la thérapie de l'alimentation intuitive, c'est plutôt en fait apprendre à réapprendre à écouter ses signaux. Parce que écouter son corps, c'est facile à dire aussi. C'est genre, oui, d'accord, écouter son corps, ça veut dire quoi? Mais réapprendre et même expérimenter. Voilà. Genre, expérimenter, et observer, je pense aussi, observer, mais pas toujours non plus. Enfin, en tout cas, quand t'es dans la thérapie, si, l'idée, c'est d'apprendre d'expérimenter, les prises alimentaires, d'expérimenter certaines prises alimentaires pour justement se reconnecter à soi et son corps et ensuite, être mangeur intuitif parce que se dire que c'est apprendre à être intuitif, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Tu dis, mais comment ça? Tu peux pas apprendre à être... C'est apprendre à réécouter son corps, à faire confiance à son corps, en fait, tout simplement. Plus qu'aux injonctions et qu'aux professionnels de santé. Voilà, bon. Dans la thérapie de l'alimentation intuitive, je pense qu'il y a aussi ça, il y a cette notion d'intégrer la flexibilité et se dire que il y a aussi la notion de frustration du coup qui peut se créer quand on n'a pas ce dont on a envie, par exemple comme tu l'as très bien dit, j'ai envie de ça mais je suis pas chez moi par exemple, je suis pas chez moi et du coup je peux pas manger ça. Et c'est pas grave, tu peux prendre plaisir autrement, c'est-à-dire par exemple le fait d'être entouré, le fait d'être avec tes amis, tu prends plaisir à manger avec tes amis et pas tu prends plaisir à manger cet aliment que tu voulais. C'est essaye de décentrer aussi le plaisir à manger aux aliments, mais plus lié aux aliments, mais plus au fait aussi du partage. Des fois, c'est juste un repas et ok, ce que tu manges est pas ouf parce que c'est pas ouf parce que c'est pas ce dont tu avais envie, ni c'est pas un repas un plat que tu aimes, mais tu prends plaisir quand même parce que t'es avec tes potes et tout ou avec ta famille et donc le côté aliment que t'aimes pas est un peu il est amoindri parce que du coup, le plaisir est déplacé en fait. Et je pense que c'est aussi ça, c'est la flexibilité dans le plaisir. Je pense. En fait, j'aime beaucoup la notion de flexibilité dans le plaisir. Et j'aime beaucoup les exemples que tu as donnés parce que effectivement, prendre du plaisir à être avec ses amis, peu importe l'aliment qu'il y a dans son assiette. Souvent, chez les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui sont très marqués par les restrictions et les interdictions, le plaisir passe par l'alimentation en premier. Mais parfois même à des degrés, il y a des personnes qui atteignent des degrés où ils n'ont plus de libido, où même le plaisir sexuel, même les autres plaisirs de la chair n'ont plus la même importance parce que tellement tu as intégré la restriction cognitive que le jour où tu craques ta règle et que tu manges ton truc, ça t'envoie des décharges de dopamine telles que c'est un plaisir qui est au-dessus de tout. Et c'est ça aussi qu'on apprend dans la thérapie de l'alimentation intuitive et vraiment... merci de l'avoir rappelé, c'est à trouver du plaisir dans d'autres choses, à se dire mais attends, à la base moi je suis quelqu'un de sociable, j'aime rencontrer des gens, j'aime lire, j'aime aller au cinéma, j'en sais rien, j'invente, j'aime jouer au tennis, j'aime danser. En fait remettre le plaisir dans les autres activités qui te plaisent en fait, dans les autres choses de ta vie, pas centrer tout le plaisir dans l'aliment. Parce que dans la maladie, on atteint des degrés d'obsession qui font que tout le plaisir passe par le fait de manger. Donc, s'il n'y a pas ce que je veux dans mon assiette, il peut y avoir mes meilleurs amis autour, j'y arrive pas. Pour être très honnête, et j'ai fait un post dessus, j'ai eu des moments où j'ai regretté mes crises de boulimie, où elles m'ont manqué, en fait. C'était dur de l'admettre, mais ça m'a manqué d'avoir cette décharge quand tu croques dans le premier aliment interdit, tu sais, où tu as l'impression de commettre un crime, parce que tu es en train de manger
plate. Mais tu vois, genre, je me suis rendu compte que ça me... Si les crises ont duré aussi longtemps, si ma maladie a duré 20 ans, c'est aussi que les crises m'ont apporté des choses psychologiquement. Elles sont venues apporter des choses. Et le reconnaître, je crois que ça fait partie des premières étapes pour guérir. Se dire ces crises, elles ont, à la base, c'est mon inconscient qui a généré quelque chose d'assez ingénieux pour que tout se passe bien malgré tout, quoi. D'avoir cette décharge, en fait, c'est le côté rebelle, le côté enfant rebelle, tu vois, j'en parlais avec je sais plus quelle invité, mais si à la base tu mets pas de règles, t'as pas le plaisir du coup d'enfreindre la règle. Pas que du plaisir, mais d'ailleurs même dans la maladie, on se rend compte que suite au plaisir arrive tout le reste, la culpabilité, l'autoflagellation, mais cette décharge de la première minute est d'une intensité qui peut créer, alors on n'est pas dans l'addiction, mais on est dans un schéma comportemental addictif. Et du coup, j'aime beaucoup quand tu dis, essayer de remettre le plaisir dans d'autres choses, dans la présence de mes amis autour de la table, dans les choses agréables que je dois faire aujourd'hui. Tu vois. Exactement. Le fait de prendre du plaisir à manger n'est pas un problème, c'est juste que c'est un problème si c'est obsessionnel et que c'est la seule chose qui te fait plaisir. C'est ça, un truc, j'ai aussi fait un post dessus, mais parce que vraiment, c'est un truc... Alors, le plaisir, ça doit faire partie de l'alimentation, le fait de cuisiner et tout ça, mais moi, c'était devenu une obligation. Tu sais, le cerveau de quelqu'un qui a été rongé par la restriction pendant des années, il est vraiment câblé pour recréer des règles. Et moi, il fallait que tous les repas soient incroyables, que je cuisine à chaque fois incroyablement. Et en fait... c'est aussi OK de rentrer le soir chez soi et de se réchauffer un reste de soupe. Exactement. Et c'est ça que j'avais rebondir sur ça. Le fait de... Tu sais, t'as dit oui... c'est OK du coup de prendre plaisir à cuisiner et tout, mais c'est aussi OK de pas aimer cuisiner, d'aimer manger mais pas aimer cuisiner. Genre aussi l'injonction de devoir cuisiner soi-même, tu vois, je vois un peu sur Instagram Appétit Libre qui commande pas mal à manger. Je trouve ça vachement cool parce que c'est une ancienne anorexique. Le fait de commander déjà l'a beaucoup, enfin elle disait que ça l'a quand même pas mal aidé parce que elle disait ça dans un post parce que du coup ça lui a aidé aussi en termes de quantité. Quand tu es anorexique, tu sais pas tu n'arrives pas trop à déterminer la quantité entre guillemets, la quantité normale entre guillemets, c'est-à-dire parce que tu sais plus t'alimenter ou du moins voilà, il y a un certain contrôle. Et du coup, je trouve ça cool du fait de commander, d'avoir des proportions. Bon, après on peut discuter de ces proportions, mais voilà. Mais du coup, il y a aussi le concept de si elle a pas envie de cuisiner, c'est pas grave non plus. C'est pas parce qu'elle a la flemme, c'est juste super intéressant ce truc de se déculpabiliser en disant après tout, j'ai aussi le droit de pas aimer cuisiner. J'ai pas besoin d'être la femme modèle des années 60 next là. J'ai aussi le droit de pas j'ai aussi le droit de pas aimer cuisiner, c'est OK de se faire plaisir en commandant des trucs cuisinés par d'autres. Par contre, je te rejoins pas forcément sur l'aspect proportion parce que alors moi je regarde ça de la lucarne boulimie, peut-être que anorexie dans un premier temps ça peut faire du bien, mais de la lucarne boulimie, j'ai beaucoup trop souvent confié le découpage des proportions à l'extérieur. J'ai pesé mes aliments, j'ai suivi des règles extérieures, j'ai terminé mon assiette quand j'étais au resto, j'ai terminé mon assiette quand j'étais invitée. Je me suis pas écoutée, j'ai pas appris à m'écouter en confiant le découpage des proportions à d'autres. Et en fait, c'est bien des fois de faire soi-même ces proportions. Oui, non, je suis d'accord, mais déjà, je parle pas, je veux pas parler pour elle parce que c'est son expérience, mais je pense que ça l'a aidé, ça l'a pas guéri, ça l'a aidé dans le sens où, quand tu es anorexique, tu n'oses pas manger des fois, tu n'es pas capable de manger, et donc se dire que ok, ça c'est la proportion que je peux manger. Après, si tu veux manger plus, tu peux aussi. Tu vois, je pense que c'est un pas vers la guérison de se dire là, je mange la proportion, tu vois. Ne serait-ce que ça. Je veux dire, en tant qu'anorexique, déjà, ne serait-ce que manger la proportion, je pense que c'est déjà un pas, genre, parce que il y a aussi le contrôle de ah oui, mais et peu importe ce que c'est d'ailleurs, peu importe l'aliment que c'est-à-dire que si c'est une grosse part de chocolat, encore une fois, de gâteau au chocolat, et tu manges cette part de gâteau au chocolat. Et en fait, ça aide, je pense, à déculpabiliser, de se dire ok, si c'est ce que j'ai commandé et que c'est ce qu'on m'a servi, c'est que j'ai le droit. Enfin, je parle vraiment dans le processus de guérison. Évidemment qu'on a le droit et qu'il y a pas à avoir le droit ou mériter ou quoi que ce soit, mais je pense que en tant qu'anorexique, ça peut aider d'avoir une proportion préétablie au départ. Après voilà, c'est, je pense aussi, comme tu le dis, important de se faire ces proportions soi-même et de se dire voilà, je me sers ça, et si j'ai encore faim
et ben je me resserre. Et si j'ai encore envie de manger, je me resserre. Ou si je me suis trop servie, et ben j'arrête de manger. En fait, j'arrête de manger j'arrête de manger si j'ai plus envie de manger. Et quand ce concept de besoin d'avoir faim et d'avoir envie de manger, mais c'est je pense en tout cas dans mon cas dans mon cas c'est un peu compliqué, mais parce que je suis encore en plein dedans, mais j'ai beaucoup de mal par exemple à ne pas finir mon assiette aussi. Ça c'est un truc, c'est genre j'ai beaucoup de mal avec ça, mais parce que je suis pas du tout j'ai pas du tout été dans l'anorexie, etc. Donc du coup c'est complètement différent. C'est pour ça que je veux pas parler pour elle, mais je trouvais son exemple de commander à manger, notamment dans le fait de cuisiner, hyper pertinent, parce que on est tellement aussi après tu peux aimer cuisiner, hein, c'est pas non plus un problème, mais c'est pas un problème de pas aimer cuisiner non plus, en fait. Il y a plusieurs injonctions, tu vois, l'injonction de terminer son assiette qui date de l'enfance, qui moi aussi m'a beaucoup traumatisée. J'arrivais pas il fallait que je termine mon assiette même si j'en pouvais plus. Et après, il y a aussi effectivement l'injonction de, j'aime bien dire la femme moulinex pour rigoler, mais on est là-dessus, quoi. C'est que en tant que femme du 21e siècle, on est criblé d'injonctions paradoxales, quoi. Faut être mince, mais faut être bonne cuisinière. Faut être bonne maman, mais faut avoir une carrière. Enfin, ça s'arrête jamais, tu vois. Et donc, à un moment donné, je cuisine si je veux, j'ai des enfants si je veux, je suis mince si c'est mon métabolisme, mais si c'est pas le cas, enfin, tu vois, de sortir un peu de ces trucs-là, ça fait tellement de bien, en fait, de discuter avec des gens comme toi, comme les différentes personnes des comptes Instagram que tu as évoqués, ça fait du bien. C'est un truc vraiment important. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de compte Instagram, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent au niveau seulement l'alimentation? Alors écoute, sur l'alimentation, il y a la petite Okara qui est végane. Même si je suis pas végane, j'aime bien faire des alternatives véganes de temps en temps. Je trouve ça hyper intéressant. Hervé Cuisine. Il y a Valentine de Alimentation Épanouie qui est souvent en train de célébrer des recettes, donc je trouve ça assez chouette. Après, sur le comportement alimentaire, évidemment, j'ai beaucoup accroché avec le compte d'Eliane qui a vraiment résonné en moi dans pas mal de ses textes. Il y a Ariane Lapsy qui a une belle approche, Catherine Lapsy, Zoé Delbuy pour la diététique, Amélie pour la diététique. Encore, il y a un courant de diététiciennes comportementalistes qui se rendent compte que ça passe pas par l'assiette, en fait, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, je reprends plaisir à cuisiner, à suivre des comptes pour l'alimentation, mais j'essaye de pas en avoir trop parce que je veux pas non plus nourrir le fantôme de l'obsession alimentaire. Et j'essaie de beaucoup réfléchir aussi sur ce dont on parle dans cet échange, le comportement alimentaire, le fait d'avoir une psychologie un petit peu apaisée par rapport à l'action de manger. Tout à fait. Du coup, il y a un truc dont on a un petit peu parlé, mais je voudrais un peu aller un peu plus en détail, c'est ton rapport au corps. Écoute, quel est ton rapport à ton corps aujourd'hui? Je suis beaucoup mieux qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais au maximum de mon poids et j'estimais que c'était inadmissible et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Puis après, j'ai accepté que faire quelque chose, ce serait guérir et ne pas faire de régime. Mais je suis restée longtemps dans ce truc de me dire, allez, si mes crises s'arrêtent, après tout, je vais finir par maigrir naturellement et aller mieux dans ma peau. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir passé la vitesse du dessus, c'est-à-dire que elle est difficile à passer, mais c'est important pour moi de la passer, et même dans le discours général. Aujourd'hui, j'ai envie de dire fuck à l'injonction de maigrir. Je suis bien dans ma peau, je suis une femme grosse, mais je suis pas qu'une femme grosse. Je suis aussi une femme qui fait plein de choses, qui a une activité professionnelle, qui a une vie sociale. Mon identité passe par d'autres choses, et du coup, je remets mon corps à sa place, c'est-à-dire qu'il est fonctionnel. Moi, j'ai la chance d'être valide. Je suis une femme avec un corps, une sexualité, une possibilité de me lever le matin, de me nourrir, qui vit sa vie, quoi. Et donc, ce qui passe dans mon miroir est beaucoup moins conflictuel, mais c'est aussi beaucoup moins dans l'ego. J'ai plus besoin de me maquiller, j'ai du plaisir à m'habiller, mais je me mets plus la pression. En fait, je suis revenue à quelque chose de beaucoup plus serein, quoi. Et je me dis pas tous les matins, je me trouve belle. Je pense que s'accepter, c'est pas ça. Aujourd'hui, moi, je suis dans une matrice différente. Je crois qu'on met trop l'injonction de la beauté aux gens. Je dis aux gens, les femmes en premier, mais même les hommes s'y mettent. On met beaucoup, beaucoup trop d'énergie dans l'apparence physique. Moi, j'ai pas besoin que les photos de moi soient parfaites. J'ai pas besoin que mon miroir me manque le matin. Des fois, je me réveille, j'ai des gros stars sur la gueule, mais putain, c'est la vie. C'est des cycles menstruels, c'est des moments où t'as envie des moments de SPM où t'as envie de tuer tout le monde. C'est aussi des moments où t'es en forme parce que t'as bien dormi, mais des moments où t'es pas en forme. C'est la vie, quoi. Par rapport au sport, du coup,
Quand tu étais malade, tu compensais avec Oui, bien sûr, avec oui, le fait oui. de vomir. Est-ce que tu Alors, faisais il y quand avait même le du fait de sport de manière vomir, mais ça intensive en m'arrivait plus de de ça? jeûner. Hein. Si je faisais un dîner chez des amis et que je pouvais pas vomir parce qu'on était dans un appart trop petit, eh ben, tu pouvais être sûr que dans les 48 heures qui suivaient, j'allais rien manger. Le sport, c'était un truc, j'en faisais tous les jours, et si jamais j'en faisais pas, je me sentais coupable. Et en fait, même, c'était corrélé, c'est-à-dire que si je n'allais pas à mon cours de sport pour une raison X ou Y, eh ben, je faisais une crise, ça m'arrivait d'être dans ce truc tout noir et tout blanc. Donc oui, le sport, ça a été partie intégrante de ma vie. Alors aujourd'hui, je me le suis réapproprié. J'ai beaucoup de plaisir à faire du sport, mais c'est sûr que dans un foutu pour foutu, ça m'est arrivé de sécher des cours de sport en me disant, de toute façon, j'ai grossi, ça sert à rien que j'aille au sport. Aujourd'hui, je me rends compte que non, prendre plaisir à se mouvoir dans ce corps avec lequel j'ai été obligée de faire connaissance, parce qu'il a changé assez rapidement, ça a été une étape assez importante. Et effectivement, ça a été dur d'accepter que j'avais plus le niveau que j'avais avant, quand j'étais plus frêle et que machin, mais n'empêche, je continue de kiffer quand je danse, et je continue d'être une sacrée ambianceuse en soirée, parce que la danse a toujours fait partie de ma vie. Je continue de kiffer d'aller dans des endroits absolument sublimes. J'ai la chance d'habiter dans le sud, où il y a des régions absolument sublimes. Donc moi, je me fais des randos, et je me fais kiffer. Je suis plus la meuf en tête qui choisit l'itinéraire et qui machin. Je suis au milieu, je kiffe, j'observe le paysage, je marche avec le corps plus lourd que j'ai aujourd'hui, mais que j'aime pour de vrai cette fois. D'accord. Et donc, du coup, tu continues à faire du sport. Juste que c'est plus du tout pour compenser, quoi. C'est plus du tout pour compenser quoi que ce soit. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu fais du sport? Je pense qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont prouvé que le sport, ça faisait du bien. On a la dopamine, on a l'adrénaline, l'endorphine. Moi, je me sens toujours super bien après avoir fait du sport. Comme tout le monde, ça m'arrive d'avoir la mort avant de me motiver pour y aller, et de me dire une fois trop bien, comme ça m'est aussi arrivé d'être vraiment trop crevée et de décider par respect pour moi-même et pour mon corps, là je suis trop crevée, ça sert à rien, je vais pas kiffer, mais quand même je me sens bien, et surtout je me réapproprie mon corps, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans le déni et l'ignorance de certaines parties de mon corps, par exemple j'ai toujours détesté mes bras, et là je kiffe bouger mes bras, sentir les muscles de mes bras, de me dire en fait ils ont pas l'apparence que j'aurais aimé qu'ils aient, sans doute, mais fun, en fait, c'est mes bras, ils font partie de moi. Tout à fait. Je pense que c'est la meilleure façon de penser, parce que c'est encore une fois dans l'instant présent, ils sont pas comme ils étaient, ils sont pas comme tu aimerais qu'ils soient, peut-être, mais ils sont, en fait. Il y a pas de ils sont bien, ils sont machin, ils sont juste j'ai des bras, et voilà, en fait c'est très dur moi je trouve ça très dur de se déconstruire de ces injonctions de avoir telle forme de bras, ou de bras, de jambes, par exemple avoir des jambes fines, c'est beau, etc. Enfin vraiment, comme tu l'as très bien dit, en fait, la beauté, elle est tellement centrale que ça en devient, quand tu déconstruis tout ça, tu te dis mais pourquoi, en fait, pourquoi on trouve ça beau, en fait? Qui a dit que avoir des jambes fines c'était beau? Qui a dit que avoir des formes généreuses, etc., c'était attirant, etc. Enfin, d'où ça vient tout ça? Enfin, quand tu te poses la question, évidemment ça vient de la société notamment, mais pourquoi? Et pourquoi de notre société là occidentale, mais dans d'autres sociétés c'est différent aussi. En fait, on est vachement influencé par les valeurs que notre société nous inculque. Quand tu vas dans certains autres continents même, tu te rends compte que les valeurs liées au corps, etc., les valeurs, le regard lié au corps, il est complètement différent, en fait. Donc, c'est assez intéressant, justement, aussi, du coup, de voyager quand c'est possible, évidemment. Parce que le confinement, là, il nous aide pas. Mais, le virus. Mais, en tout cas, de voir vraiment à quel point on est influencé, et on le voit quand on voyage, justement, et que oui, c'est vrai, du coup les valeurs sont différentes. Dépendent des époques et des cultures. Maintenant, il y a quelque chose qui est pas différent, qui est un dénominateur commun malheureux, mais faut pas avoir peur de prononcer ce mot, c'est le patriarcat. Je pense qu'on est dans une société super patriarcale, et en fait, oui, il y a des pays où le standard de beauté c'est d'être plus grosse, mais n'empêche, le point commun c'est qu'il faut ressembler à quelque chose de bien défini, qui pensait plaire aux hommes hétérosexuels, cisgenres. Et ça, c'est un truc dont il faut vraiment qu'on sorte, parce que je pense qu'il y a en traversant les époques et les pays des personnes
personnes qui se sont gavées pour les mêmes raisons que nous sommes affamés, c'est-à-dire pour ressembler à quelque chose de plaisant au regard masculin hétérosexuel cisgenre. Et ça, c'est vraiment un truc dont il va falloir qu'on se saisisse sans faux semblant, sans arrondir, sans propos soi-disant modérés. Il va vraiment falloir qu'on dénonce ça et qu'on se dise mais fuck l'injonction de beauté. Le problème, c'est pas le standard de beauté en soi, hein, parce qu'aujourd'hui c'est la minceur, peut-être demain c'est autre chose. Le problème, c'est qu'il y ait un standard de beauté. Exactement, je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça qu'en fait, bah oui, t'as tout dit. La société se base sur les attirances des hommes en fonction de là où ils sont. Enfin, genre, c'est pas très clair, mais quand on est en Europe, voilà, il faut être mince, etc. Exactement. Quand on est dans certains autres pays, il faut être grosse. Et du coup, il y a le il faut de base qui n'a pas lieu d'être, en fait. Tu es comme tu es. Si tu plais à tel homme parce que, en fait, voilà, déjà le fait de plaire parce que tu as tel corps, c'est pas une bonne raison, en fait. Enfin, je veux dire, t'es censé plaire pour un tout, c'est-à-dire tu es pour tes qualités. D'ailleurs, pareil, qualité, défaut, on est humain, en fait, juste. Et donc on a certaines faiblesses, entre guillemets, dans le sens où on va être moins bonne dans tel domaine, etc. Mais c'est normal. Enfin voilà, il en faut pour tout le monde. Et ce que je veux dire, c'est que être aimé pour ce que tu es physiquement, c'est un problème. Enfin, c'est un problème parce que si tu changes, et du coup, ça veut dire que tu es moins aimé, du coup. Et donc, baser ça sur ça, c'est hyper fragile. Et du coup, et je pense que les plus belles relations amoureuses ne sont pas basées sur le physique du tout. Ça peut en faire partie, évidemment. Faut pas non plus. Tu vas pas être avec quelqu'un que tu trouves moche. Enfin, subjectivement parlant, c'est normal. Mais pourquoi tu trouves cette personne moche? Se poser un peu des questions, tu vois, genre. On va pas pouvoir abolir le concept de beauté. Après, on peut, et puis c'est pas l'objectif. Après tout, on est chacun libre de trouver chacun et chacune belle ou beau. L'idée, c'est juste de plus en faire une injonction. Mais après, les goûts, c'est hyper personnel. Tu disais, tu peux toi être attiré par le torse d'un homme, et moi, je peux être attirée par les chevilles. Enfin, tu vois, je veux dire. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que si toi tu dis moi je suis attirée par les chevilles et moi je te dis on va te trouver bizarre, toi, tu vois, parce que c'est pas normal, entre guillemets, tu vois. C'est genre tu sais ce que je veux dire? Enfin, si, sauf tu vois. Non, mais j'aime pas non plus, mais c'est toujours un peu difficile des fois de s'exprimer sur ça, mais genre pourquoi c'est ça, c'est genre tu sais, on va te dire mais peut-être t'es fétichiste pardon des chevilles, comme si c'était une mauvaise chose d'ailleurs d'être fétichiste. Genre voilà, c'est genre chacun son truc et tout, et moi je me questionne sur en fait dès qu'on s'éloigne un peu de la norme, du coup on devient bizarre, etc. Alors que on est juste différents, on a des goûts différents. C'est la minceur. Elle est établie. La norme constatée, plein d'études l'ont prouvé, la taille moyenne, c'est le 44. Ça veut dire 50% de la population est au-dessus. Donc la vraie moyenne, une vraie taille normale, c'est un 44-46. Pourtant, c'est pas la norme. Donc il y a aussi ça, le fait que de toute façon il y aura toujours une élite prédominante pour imposer une norme, et à partir de là on a un problème. Donc on peut décider de déconstruire la norme et puis de déconstruire son rapport avec la norme. Alors après là on rentre dans des digressions hyper philosophiques. Mais effectivement, pour revenir au corps, déjà, soit ça demande beaucoup de force mentale, j'en ai conscience, mais décider que de se réapproprier le pouvoir de se trouver belle, en fait. J'attends pas qu'un homme, j'attends pas qu'un magazine, qu'un média ou un réseau social valide mon apparence physique. Mais même sans parler, même pour toi-même, en fait, valider ton apparence physique, ça veut dire quoi, en fait? Parce que tu vois, se trouver belle aussi, moi je trouve le concept maintenant un peu nul, genre parce que il y a le concept, il y a la notion de valoriser, en fait, et maintenant moi j'ai l'impression que ça me pose un peu de problème de valoriser ou dévaloriser, parce que quand je dis ça évolue, ça veut dire que du coup tu vas te dévaloriser, tu vois. D'accord. Ouais, non, je suis d'accord, du coup, parce que mais c'est vrai, je trouve que c'est un exercice vraiment dur. De toute façon, tout ce qu'on dit, c'est compliqué, parce que on nous dit souvent justement, apprenez à vous aimer vous-même, à trouver des parties du corps que vous aimez, etc. Mais pourquoi faire? Ça va pas me vraiment, quand j'entends ça, même j'ai émis des critiques sur le body positive, mais l'origine du body positive est tout à fait noble, parce que c'est de diversifier les corps dans le regard des gens. Malheureusement, ça a été complètement washé en un espèce de franchement
pour le coup, ça a été très normé, hein, c'est-à-dire que les femmes grosses qu'on montre dans les body positifs restent des femmes dont les corps sont extrêmement sexualisés, avec des tailles marquées, des poitrines et des fesses généreuses, et l'air de rien, ça continue de répondre à la vision sexualisée du patriarcat, et moi, ça me convient pas. Donc du coup, quand j'entends les discours BP, genre il faut s'accepter, il faut s'aimer, bah déjà à partir du moment où il y a il faut au début de sa phrase, fuck, j'ai droit le matin. Non mais c'est vrai, j'ai droit le matin quand je me vois dans la glace de pas être contente. Et en fait, c'est en ça que c'est important de déconstruire le. En fait, c'est se dire, ok, je suis pas contente, mais je ne vais rien faire pour changer le truc qui me plaît pas aujourd'hui, parce que demain, ça se trouve, je serai contente. Voilà, c'est tout. En fait, c'est juste, je pense, comme tu l'as dit au début, une question d'humeur, de jour. Des fois, ouais, on a la tête dans le cul. Enfin voilà, on a 2-3 boutons. Voilà, on se réveille comme ça. Peut-être qu'au fil de la journée, les boutons ils vont se disparaître, ou j'en sais rien. Et puis même d'ailleurs, pareil, le côté bouton lié à un problème, il y a des gens qui ont de l'acné qui sont alors subjectivement très beaux, très belles. Parce que tu vois, il y a aussi le truc de il faut absolument cacher les imperfections, etc. Bon bref, soit. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait c'est ça, c'est genre voir son corps et ok, j'aime pas là aujourd'hui mon corps, mais je vais pas pour autant aller me faire vomir si je mange ou commencer un régime, me reprendre en main comme s'il y avait un problème. En fait, c'est juste que c'est comme les humeurs, et des fois ça va pas en fait, et on accepte que ça va pas. Elle serait moins problématique dans une société qui ne serait pas grossophobe. Oui. Enfin, tu vois, si quand tu vas voir un professionnel et que tu lui dis j'ai envie de perdre du poids, et qu'il te dit non mais et là t'es de mauvaise humeur ce matin, mais en vrai tes 4 kilos en plus, c'est tes 4 kilos, c'est déjà ton set point, ne rentre pas dans un régime, ça va te mettre mal. Tu vois, si tu tombais sur des gens qui étaient vraiment sensibilisés à ces approches, et ben t'aurais déjà un rempart dans tes envies de changer, tu vois. T'aurais des remparts dans ta capacité à dénier la réalité. Mais là, c'est pas le cas. Là, on ne challenge jamais les envies de perte de poids des gens, en fait. Si je dois terminer sur un mot un peu positif, je trouve positif qu'on ait ces échanges, qu'on mette des mots sur ces choses-là, qu'il y ait de moins en moins de tabous autour des troubles du comportement alimentaire, et qu'il y ait des générations entières de personnes qui décident de se saisir de ces problèmes à bras le corps et d'aborder les choses différemment. Je trouve que rien que cet échange et le fait que vous soyez en train d'écouter cet échange participe en soi à un changement de paradigme qui peut être très bénéfique pour les femmes dans cette société. Je suis totalement d'accord. Là, pour le coup, tu as vraiment dit... c'est le bon mot de la fin. Enfin, c'est un bon mot de la fin. C'est effectivement, je pense, je suis d'accord. J'espère que les personnes qui vont écouter ce podcast, j'espère que ça leur fera écho, et que, tu vois, le simple fait de... Moi, le but de ce podcast, à la base, c'est donc d'aider les gens à faire la paix avec la nourriture. Mais je me dis que de base, rien que les échanges m'aident déjà personnellement. J'ai l'impression que des fois, ça aide aussi les gens à qui je parle, enfin les personnes que j'interroge. Et déjà pour moi, c'est quelque chose de positif, tu vois. C'est genre, t'as un échange autour de ce thème-là, et ça aide les deux personnes qui discutent, et c'est déjà bien. Si en plus il y a des gens qui écoutent, et que ça peut aider, ou que ça peut donner des pistes de réflexion. En tout cas, merci, merci beaucoup. Et du coup, j'ai une petite question encore. C'était quoi ton plat préféré ? Tu m'as dit que c'était les lasagnes italiennes, c'est ça ? Des plats préférés, mais oui, j'aime beaucoup les lasagnes. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ce plat ? Du réconfort. C'est chaud, c'est chaleureux, c'est un plat familial. Je sais que ça nécessite un temps de préparation, donc il y a quelque chose de sympa qui se passe quand je mange des lasagnes. Quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture ? Tout simplement de faire preuve d'autocompassion. C'est-à-dire que quand on a besoin le besoin de réconfort, il est totalement naturel, il est même intrinsèque à l'espèce humaine. C'est normal d'avoir besoin de se réconforter, et si le réconfort passe par l'alimentation, sachez que vous n'êtes pas les seuls, parce que des études ont prouvé que manger certains aliments baissait les taux de cortisol et de stress, et avait pour action de réconforter les gens. Le problème, c'est ce que vous en pensez, c'est la valeur morale que vous mettez sur votre aliment. Si en plus de pas aller bien, quand vous mangez, vous vous engueulez vous-même de culpabilité, ça va être compliqué. Si vous aviez une petite fille qui tombait devant vous, est-ce que vous lui gueuleriez dessus en lui disant fallait pas courir ? Non, d'abord vous la prendriez dans vos bras, vous lui diriez des mots gentils, et puis j'imagine que vous auriez plein de conseils bienveillants envers elle. Et ces conseils-là bienveillants que vous pouvez faire envers les autres, formulez-vous à vous-même. Vraiment, quand vous mangez quelque chose, c'est parce que vous avez besoin. Et une envie, c'est aussi un besoin. Moi, je suis un peu embêtée par cette dichotomie envie-besoin. Avoir un besoin de se réconforter avec son gâteau préféré, c'est qu'on en a besoin. Et écouter ses besoins, c'est se laisser tranquille quand on est en train de se réconforter soi-même.
Eh ben, je suis totalement d'accord. Et merci du coup. Merci beaucoup pour ces conseils déjà. Franchement, c'était très chouette. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir, franchement. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada e até logo. E até logo. E até logo. E até logo. E até logo.